Bonjour et bienvenue à l'événement de la journée, Plus fort ensemble, comment mobiliser les hommes pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Je m'appelle Bonnie Douglas, je suis la directrice exécutive et gestionnaire des projets à la CCF SIMT. Ça me fait plaisir de vous accueillir au sujet de comment avoir des alliés. Alors, avant de commencer, quelques notes administratives. Cet événement est offert avec interprétation simultanée en français. Si vous recherchez l'interprétation en français, vous pouvez cliquer sur le globe au bas de votre écran. Les questions peuvent être ajoutées à la section questions-réponses et nous allons avoir suffisamment de temps à la fin pour répondre à vos questions. Maintenant, pour commencer, j'aimerais reconnaître que notre grande communauté des sciences de l'ingénierie, des métiers et de la technologie est située sur les territoires traditionnels cédés et non cédés des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, d'un océan à l'autre. La CCF-SIMT respecte et appuie les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones ainsi que leurs relations avec ces territoires et nous continuerons d'honorer les engagements qui ont été conclus à l'égard de l'autodétermination. Nous reconnaissons aussi les oppressions passées et actuelles des peuples d'origine, de leur terre, de leur culture, y compris la violence et le génocide. Nous devons tous contribuer au cheminement vers la guérison et la décolonisation que nous sommes engagés à partager pour faire croître notre société. Nous croyons ardemment que le domaine des STEAM s'enrichit grâce aux relations collectives et au partage des connaissances et s'engage à contribuer à améliorer et à construire ces relations. Je vis dans un territoire qui a été établi par un traité en 1770 qui inclut maintenant la ville de London où je travaille et les comtés Middlesex à Essex et les traités au sud de la rivière qui relient ces territoires. Les peuples Anishinaabiques font référence à la Dishkan Zibi, qui est la rivière des Antilopes en Ojibwe, et à Kunisepi, qui a été appelé par les neutres et ensuite par les explorateurs français, la tranche avant d'être adoptée, le nom actuel qui est la rivière Thames. J'encourage tous et chacun de connaître les territoires sur lesquels nous vivons et à contribuer et à des relations collectives à long terme. Il nous appartient à tous de comprendre comment le territoire nous a nourris, nous guérit et nous protège et que nous sommes chacun des intendants des terres pour le présent et l'avenir. Alors, nous allons commencer notre discussion d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de se rencontrer aujourd'hui avec des êtres humains absolument incroyables lors de la première journée des 16 journées pour mettre fin à la violence contre les sexes. Alors, notre entreprise CCF-SIMT travaille activement pour amener la théorie du changement dans les lieux de travail. Nous reconnaissons que vous vous joignez peut-être à nous lors de votre période du dîner. Alors, je vous encourage à vous asseoir confortablement et participer à une conversation d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à soumettre toutes questions que vous pourrez avoir pour nos panélistes. Nous allons les ajouter à la section questions-réponses. En ce qui a trait à l'animateur, je vais être une des co-animatrices et moi, j'ai étudié le génie. Je joue un rôle actif. En fait, je joue la trompette au sein de ma communauté et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie de la fabrication des aliments. Et j'ai bien hâte à cette discussion aujourd'hui. Et à mes côtés se trouve Jove Nazatul, coordonnateur des projets à la CCF-SIMT. Je vais le laisser se présenter ainsi que nos panélistes. Comme Bonnie l'a mentionné, je suis gestionnaire de projet ici à CCF-SIMT et je suis un artiste de la performance et je participe au Roller Derby. Malheureusement, ce n'est pas vraiment aussi dominé par les hommes. Et donc, en tant qu'une personne trans binaire,
ce n'est pas tout à fait, je me sens pas toujours confortable dans cette communauté. Alors, je vais avoir 3 panélistes dans cette conversation. Comment mobiliser les hommes pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe? Alors, vous pouvez envoyer des questions dans la section questions-réponses afin que nous ayons une période à la fin. Alors, nous allons avoir une discussion avec nos panélistes durant la première heure et si nous avons suffisamment de temps, nous allons passer au travers de différentes autres questions. Et nous voulons conclure la séance des panélistes afin d'arrêter l'enregistrement et ensuite, nous allons avoir une période de questions-réponses pendant 30 minutes. Alors, premièrement, je vous présente Trevor Mayo, est consultant en diversité, inclusion et prévention de la violence. Il se concentre sur des projets transformateurs à l'échelle internationale. Il collabore avec des partenaires gouvernementaux et privés pour déconstruire les normes de genre et créer des programmes novateurs. Son expertise unique repose sur son expérience auprès d'organisations sportives, professionnelles, hôtelières, technologiques, afin de créer des environnements plus inclusifs, sûrs et performants. Trevor intervient régulièrement dans les émissions de News Talk 1010 et a été interviewé par de nombreux médias en Amérique du Nord. Ensuite, Jeff Pereira. Depuis 2008, Jeff Pereira s'adresse à des publics en Amérique du Nord, sur l'île de la Tortue, pour aborder les termes suivants. L'importance d'adopter des conceptions positives et négatives de la masculinité, l'engagement des hommes en faveur de l'égalité des sexes et la lutte contre la violence. Jeff a créé Higher on Learning, une plateforme en ligne où il partage ses écrits, ses vidéos et ses conférences TEDx explorant comment les hommes peuvent contribuer au changement. Enfin, Travis Woodworth, fondateur et directeur des pratiques chez Typically Workplace Safety, basé en Nouvelle-Écosse. Il possède une vaste expérience dans les métiers spécialisés, l'électricité, la fabrication et le secteur militaire. Ses expériences façonnent son approche actuelle de la sécurité. Il est reconnu pour sa démarche autochtone de la santé et de la sécurité psychologique axée sur les relations, la confiance et les obstacles réels qui empêchent les gens de s'exprimer au travail. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais commencer la conversation. Et donc, afin de mettre les choses en perspective, une partie importante de la théorie du changement, quand nous parlons de changement systémique au sein de l'écosystème, c'est ce que je décris comme un changement nécessaire en milieu de travail pour que ce soit inclusif pour tous, peu importe leur genre et les autres intersectionnalités. Et la violence contre les sexes est un enjeu systémique, surtout ces domaines qui sont vraiment dominés par les hommes. Et c'est important d'inclure tous les sexes et les genres, les hommes, les femmes et les personnes de genre diversifiés. Alors, moi, j'arrive dans cet espace et j'aimerais démarrer cette conversation à ce sujet. Jove, est-ce que tu as d'autres commentaires? Oui, en tant que personne diversifiée moi-même, je travaille beaucoup dans les environnements dominés par les hommes. Et donc, je soutiens vraiment le fait que les programmes et les outils qui sont offerts aux femmes et aux diversités des genres, c'est très utile. Mais en bout de ligne, nous formons que 5% des métiers. Et donc, au cours des dernières semaines, j'ai mentionné ceci à ma cohorte. Moi, je vais mourir sur cette colline, mais je crois fermement que nous devons mobiliser 95% des personnes qui travaillent dans ce secteur d'industrie, notamment les hommes, afin d'amener des changements. Il ne faut pas s'attendre à ce que seulement 5% de la population crée ces changements en milieu de travail. Absolument. Alors maintenant, j'aimerais entendre nos panélistes répondre à cette prochaine question. Alors, n'hésitez pas de répondre dans la séquence que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience du rôle que les hommes peuvent jouer dans la prévention de la violence contre les sexes et pourquoi faites-vous ce travail?
Bon, Jeff aimerait répondre en premier. Oui, définitivement. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à nous partout au pays. Nous apprécions vraiment votre présence ici aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec la deuxième partie. Je fais ce travail parce que moi, j'ai grandi quand j'étais enfant dans un foyer où il y avait de la violence conjugale. Mon père était violent envers ma mère. Et donc, je suis devenue très conscient des réalités des hommes et des filles et ce que les femmes vivent collectivement dû à la transphobie, la misogynie. Et je me posais aussi la question, pourquoi est-ce que mon père est comme ça? Et donc, j'ai grandi dans un quartier à Toronto. Il y avait beaucoup de nouveaux arrivants. Nous sommes arrivés sur ces territoires traditionnels et une des choses que nous avions en commun, c'était cette difficulté avec la définition de ce qu'est un homme. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que les hommes sont comme ceci ou comme cela? Et comment est-ce que ça peut être mieux? Donc, je me souviens des années 90, j'étais assis sur le plancher du salon en regardant Much Music et il y avait les Beastie Boys qui chantaient Sure Shot. Et durant cette chanson hip-hop, il salue les femmes et les filles. Et moi, ça m'a renversé. Je me suis dit, waouh, il fait ceci dans une chanson hip-hop. Et donc, moi, je me suis dit, si lui peut trouver sa voix, ben moi aussi. Bon, il y a des grands moments dans une vie, mais il y a beaucoup de choses qui se sont chevauchées pour amener le changement. Et pour moi, c'était ceci. Les Beastie Boys ont souvent parlé de violence sexuelle. Ils étaient là à Woodstock également. Et donc, moi, ça m'a fait réfléchir au rôle que nous pouvons jouer, pas en tant que sauveteurs, mais comment nous pourrions rendre service et amener le changement. Et donc, ça, c'est la somme de ce qui m'a amené à faire ceci sur le plan personnel et professionnel. C'est incroyable, hein? On ne sait jamais quand l'inspiration va nous tomber dessus. Travis, est-ce que vous aimeriez partager vos commentaires? Oui. Moi, je suis issue d'une famille où il y a eu beaucoup de gens qui travaillaient fort. Et donc, j'étais vraiment concentrée sur la fierté de travailler dans les métiers, que ce soit le domaine minier ou autre. Et au fur et à mesure que nous avons gravi les échelons, ben, nous nous sommes rendus compte que nous étions vraiment écartés des milieux d'où nous sommes issus. En tant que personne autochtone, ben, j'ai vu que j'avais une certaine façon de passer au travers de la vie. Et en faisant partie d'un plus grand groupe, j'ai réalisé que les choses n'étaient pas pour moi nécessairement de la même façon qu'elles étaient pour les autres. Et donc, ça, c'était, disons, quand j'étais adolescent jusqu'à au moment où j'étais jeune adulte. Et au fur et à mesure que j'ai évolué en milieu de travail, j'ai réalisé que la sécurité était quelque chose de massif. Et si les gens n'avaient pas une voix, ils souffraient. Alors, la sécurité psychologique est un principe nouveau en milieu de travail. Ça inclut l'idée que les gens devraient se sentir à l'aise sur les lieux du travail. Et ça m'a amené à réaliser qu'est-ce que moi j'ai pris pour acquis n'était pas la réalité pour tout le monde nécessairement et que personne d'autre se levait contre. Alors moi, je suis devenue fatigant en milieu de travail. J'ai commencé à en parler aux autres. Alors, j'ai dirigé des comités de santé-sécurité en milieu de travail. Mais la réalité, c'est que nous examinons la façon dont les systèmes sont établis, comment les gens se comportent en milieu de travail. Et il y a beaucoup de travail à faire. Mais il y a la partie psychologique qui est très nouvelle. Ça inclut la violence contre les personnes racisées ou différents groupes. Et donc, je travaille pour intégrer toutes ces personnes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé.
J'ai beaucoup d'autres histoires. J'ai grandi avec une mère monoparentale. Je l'ai vue vivre toutes sortes d'expériences au travail et elle m'a enseigné beaucoup au sujet de comment l'implication des sexes en milieu de travail, c'était un épisode très sombre dans sa vie. Et merci beaucoup, Travis. J'apprécie le fait que vous avez regardé au-delà de la partie sécurité. Ah oui, même plus loin que ça cause plusieurs enjeux. Et enfin, mais non le moindre, Trevor. Ben, vous savez, c'est très intéressant. Ça nous montre même que je fais ce travail dans la vie, mais j'œuvre à l'intérieur d'un code masculin qui existe toujours. J'ai grandi avec une sœur, c'était mon idole et j'ai toujours voulu me retrouver dans un espace autour d'elle, mais je ne réalisais pas que j'étais dans le placard à l'école secondaire. Et donc, tout ça, c'était compliqué parce que je regardais les sexes, la masculinité, les attentes et tous les codes qui existaient. Et donc, ça a mis à défi ma relation avec la masculinité et autres sexes. Et une des choses que en fait, j'ai lancé un organisme sans but lucratif qui était dans le domaine de la mise en forme. Et une des choses que j'ai remarquées dans les conversations lorsque nous nous mettions en forme, c'est que plusieurs de ces gars avaient beaucoup de difficultés avec la masculinité. Comment ça se traduisait avec dans le domaine des relations interpersonnelles avec d'autres hommes, avec leurs familles, avec les femmes. Et mentalement, ils en bénéficiaient. Mais ce n'était pas juste eux qui prenaient partie à cette conversation, mais ils se retrouvaient comme des sauveteurs bienveillants. Mais ils reconnaissaient qu'ils étaient directement touchés par tout ça. Et une des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, et une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris ce genre de travail, c'est que même lorsque nous avons des conversations autour de déconstruire la masculinité, nous jouons avec tous les codes qui existent, les empreintes de la part des médias, des membres de notre famille, des médias sociaux. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça moi-même par rapport à la masculinité en tant qu'un homme gay. Ma seule association avec les femmes, c'est que je voulais déprioriser la masculinité face à la norme. Et c'est la raison pour laquelle parfois, je ne mentionne même pas ça en milieu de travail parce que les gens me disent, tu t'en soucies seulement parce que tu es gay ou parce que tu évolues dans cet espace. Et donc, je me débat encore avec ça parce que je reconnais que ce ne sont pas des conversations standards que nous avons et qu'il y a beaucoup de gens qui se débattent avec leur statut dans différents espaces, que ce soit en milieu de travail ou en milieu social, nous n'avons pas les compétences nécessaires pour en parler et le pratiquer. Et donc, moi, j'arrive dans ces espaces pour créer d'autres conversations. On est mal à l'aise, c'est difficile, mais plus on discute, plus ça peut nous aider à faire face à ce qui nous empêche de nous exprimer. Alors, merci de nous rappeler de tous les codes qui existent. Et vous avez tous trois mentionné des femmes d'influence dans votre vie. Et donc, je crois que c'est très intéressant. La prochaine question, Joe, vous avez cette question? Alors, j'aimerais vous demander quelles mesures pratiques les hommes peuvent-ils entreprendre pour passer de la prise de conscience à l'action dans leur vie personnelle et professionnelle? Alors, j'ai entendu que vous avez parlé des personnes d'influence dans votre vie qui vous ont amené à réfléchir et à changer votre façon de penser. Mais je crois que la prise de conscience est une chose, mais comment pouvons-nous mettre en œuvre certaines mesures tous les jours? Ça, c'est une conversation très importante qui manque parfois dans nos discours.
Alors maintenant, j'aimerais demander à Travis de commencer. Oui, alors je vais allumer mon micro. C'est une question très importante parce qu'on arrive à un moment où on réalise que les choses ne vont pas. Et vous vous posez la question, que puis-je faire? C'était une énorme question. Alors moi, je fais beaucoup de formations en secourisme et la plus grande peur qui existe, c'est le tort physique. Ce sont les observateurs, le facteur des gens qui observent. Les gens ont peur de s'impliquer, les gens ont peur de ne pas savoir quoi faire. Ils ont peur que s'ils font quelque chose, ça va empirer la situation, ou que les gens vont les regarder d'une certaine façon, ou ils sont mal informés. Ils ont peur de s'impliquer. Et c'est là où moi j'ai passé ma vingtaine. Comment parler, même lorsqu'il était question de situations difficiles ou dures. Alors, apprendre à parler en milieu de travail et dénoncer certaines situations de sorte que ça puisse aider les autres et d'être à l'aise à le faire. Bon, ce ne sont pas toujours nécessairement des conversations où on est à l'aise, mais comment entreprendre ce genre de conversation et aussi valider auprès des gens et trouver les personnes qui peuvent vous soutenir. Et donc, nous commençons à élever nos propres voix afin d'aider d'autres personnes à élever leur voix et créer une culture de sécurité. Il y a une certaine culture de sécurité qui amène les gens à se sentir en sécurité physiquement, psychologiquement. Les gens sont terrifiés, ils ont peur de parler, non seulement à cause du contenu, parce que le contenu lui-même est terrifiant, mais parce que c'est difficile de parler, point final. Alors, il faut trouver sa propre voix et profiter de la voix d'autres personnes jusqu'à ce que vous trouviez la vôtre. Mais il y a une douzaine de différentes façons d'aborder cet enjeu. Mais une des étapes pratiques, comment trouver notre voix pour soutenir différentes personnes, ne pas avoir peur de parler. Merci, Travis. Alors, vous avez mentionné le fait d'avoir ou participer à des conversations où on n'est pas nécessairement à l'aise. Alors, au sein de la société, il faut devenir à l'aise avec le fait d'avoir des conversations où nous ne sommes pas à l'aise. Alors, un inconfort, c'est notre corps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut que ce soit abordé. Il faut que ce soit fait parce que lorsqu'on est toujours à l'aise, ben, on ne se développe pas. Trevor? Oui, en fait, si je me fie sur ce que Travis vient de mentionner, en parler, c'est une des choses qui est les plus difficiles, mais ça peut transformer les milieux de travail, les amis, les membres de notre famille. Ça prend beaucoup de courage, il faut être vulnérable. Et une fois qu'on commence, ça encourage les gens à œuvrer dans cet espace également. Et donc, d'autres personnes commencent à avoir moins peur. Alors, quand on pense au milieu de travail, surtout ceux qui sont dominés par les hommes, il y a toujours des règles non écrites qui font partie de la culture de l'entreprise. C'est là où nous devons naviguer ces défis. Si nous pouvons en parler, c'est comme ça que nous pouvons commencer à mettre au défi ce genre de normes. Les normes ont été créées par des personnes euh, et les cultures ont été créées par des personnes. Et donc, ça, l'imputabilité, la vulnérabilité, comment se mettre au défi les uns les autres et mutuellement, et de voir ce qui empêche la croissance en milieu de travail. Alors, vous avez besoin de participer de façon vulnérable. Et une des autres choses que j'aimerais mentionner, que ce soit en milieu de travail ou à la maison, c'est de mettre les freins sur les dialogues internes. Parce que souvent, quand nous commençons à parler aux gens, nous le cadrons selon notre propre expérience, selon la façon dont nous vivons. Et on se pose aussi la question, ben, pourquoi tu parles à telle et telle personne? Tu devrais faire ceci plutôt que cela. Ben, il faut parler de solutions qui mènent à l'action.
Alors, une des choses que nous devons pratiquer davantage, c'est de mettre les freins sur ces dialogues internes afin de pouvoir entendre les expériences des autres de façon plus authentique. Et ça vous amène à réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Et dernièrement, du côté pratique, ben, commencez à vous montrer dans différents milieux ou des groupes de travail axés sur les sexes. Et ils n'ont pas besoin d'y participer et prendre le podium comme un sauveteur blanc, mais ils peuvent participer à des comités où les gens partagent leurs expériences. Et ils peuvent y participer activement en donnant de leur temps, de leur énergie ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pas grand-chose pour nous, mais ça peut avoir un énorme impact parce qu'à ce moment-là, ça nous appelle à regarder qu'est-ce qui est nécessaire. Alors, ben, si on regarde comment devenir allié, ben, comment s'assurer que c'est de se mettre en action plutôt que de juste faire des commentaires. Alors, moi, j'ai entendu un terme qui s'appelle mettre votre idéologie sur les tablettes. Quand vous êtes dans une relation et vous avez une dispute, ben, parfois, il faut regarder son agenda. Ben, parfois, vous pouvez réfléchir, ben, peut-être que la chose qui est importante pour moi, c'est pas nécessairement la chose la plus importante pour d'autres. Et donc, je vais la mettre sur les tablettes pour le moment. Jeff, génial. Ben, je crois que c'est important de reconnaître ce qui est un obstacle à relier les points. Je ne sais pas qui votre personne est préférée pour des citations. Ben, moi, j'aime les citations anonymes. Ben, la compassion sans action est tout simplement de l'observation. Alors, quel est le pont entre la prise de conscience et l'action? Et pour moi, ce pont, c'est l'empathie. Alors, c'est peut-être pas une étape pratique, mais c'est nécessaire parce que développer notre empathie, c'est comme un muscle. Alors, développer ce muscle va nous amener à voir les choses différemment. Et donc, moi, je me dis, je vous vois, je vous sens et je suis là pour vous. Et donc, quand je leur dis, je vous vois, ben, je vois ce que vous vivez, je vois les statistiques, je vois très peu d'entre vous dans mon domaine. Je vous ressens, ben, je peux m'imaginer ce que vous ressentez travailler dans ce domaine. Vous vous sentez probablement seul, vous vous sentez probablement pas soutenu ou vous sentez que vous ne pouvez pas contribuer de façon inclusive. Et je vous soutiens, ben, ça veut dire l'action. Alors pour moi, c'est de prendre un moment pour comprendre. Et ce muscle est une chose que nous pouvons développer ensemble. On peut se soutenir mutuellement. Et tout à coup, si le muscle devient plus faible, nous pouvons se soutenir mutuellement pour renforcer les muscles. Parce que les hommes dans ces espaces qui ont ces conversations, comme Trevor l'a mentionné, qui en parlent et qui développent ce muscle, qui apprennent des, des femmes ou des personnes issues d'autres diversités. Alors maintenant, il y a quelqu'un aux États-Unis qui pense que ça, c'est un exemple extrême, mais pensez à différentes étapes qui mènent vers une situation horrible. Alors, je crois que l'empathie, c'est un pont qui peut nous aider à y arriver. Oui, une des conversations que nous avons souvent quand nous parlons des domaines dominés par les hommes, ben, on dit que les hommes, on leur permet pas d'avoir ce genre de sentiment comme l'empathie. Et souvent, ben,
il y a des personnes qui ressentent que personne se soucie d'eux. Et donc, à ce moment-là, ils ont de la difficulté à avoir de l'empathie envers les autres. Et donc, on pourrait avoir une conversation en disant, oui, les hommes méritent aussi de parler de leurs émotions, leurs sentiments de façon sûre. Et c'est seulement comme cela qu'ils vont arriver à être en mesure de voir d'autres personnes. Maintenant, j'aimerais passer à la prochaine question. C'est important pour moi de souligner le fait que, alors que nous avons des panélistes masculins, il y a toutes sortes d'expériences diversifiées et d'intersectionnalité ici. Et donc, c'est très important pour nous à la CCF-SIMT d'inclure tous les gens. Alors, Bonnie, une des choses pour lesquelles nous étions curieuses, comment les efforts visant à impliquer les hommes en tant qu'alliés peuvent-ils être plus inclusifs envers les expériences diverses en fonction de la race, de la sexualité, de la classe sociale et de la culture? Alors maintenant, Trevor en premier. Vous savez, quand j'arrive sur des milieux de travail dominés par les hommes pour avoir ces conversations, une des choses les plus difficiles où je dois naviguer, c'est le concept du privilège. Ça perturbe les gens, ça change les tables dans la conversation. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben moi, je suis pas privilégié. Alors, une des choses où nous passons du temps, c'est de naviguer à quoi ressemble le pouvoir et le privilège. Pas seulement en termes académiques, mais qu'est-ce que ça signifie quand nous parlons des gars qui ont de la difficulté au sujet de leur capacité émotionnelle? Ils commencent à voir, je suis peut-être un peu moins privilégié en matière de santé mentale, mais peut-être que je suis plus privilégié en ce qui a trait au poste que j'occupe ou au sein de la société. Alors, quand nous commençons à cadrer ça différemment, où les gens puissent se voir comme faisant partie de la conversation plutôt d'un antagoniste, ça aide à démanteler ces barrières. Ça demande aussi beaucoup de patience parce que souvent, les gens qui font ce travail et qui transportent ce fardeau sont souvent les personnes qui vivent ces torts en milieu de travail. Et donc, je crois que pour nous, ce que j'aimerais voir dans l'espace, c'est de reconnaître, je ne sais pas, j'utilise pas le terme intersectionnalité en milieu de travail parce que les gens sont comme, tu travailles dans le domaine universitaire, mais je parle du fait de comment coacher les gens diversifiés et comment faire en sorte de créer un soutien mutuel en milieu de travail. Il faut comprendre que les expériences vécues des gens est très différente. Et enfin, j'aimerais ajouter qu'il y a toujours une certaine résistance. On parle à certaines personnes qui résistent vraiment au fait de voir et de ressentir des personnes qui vivent des défis systémiques ou qui œuvrent dans des domaines qui sont à l'extérieur de leur propre domaine. Et donc là, euh, quand on parle à des hommes dans des environnements dominés par des hommes, on leur dit, vous ne voulez pas voir la race, le genre et quoi que ce soit. Là, on ne va pas vous voir en tant qu'expérience ou en tant que race ou quoi que ce soit. On va seulement vous considérer comme Monsieur P. Vous êtes cette personne qui travaille dans ce domaine. Vous avez une certaine compétence, vous avez de l'expertise, vous avez des talents. Et à ce moment-là, on peut commencer à se voir par la lentille de l'expérience de d'autres. Pas s'excuser constamment parce que ça fait partie de l'identité masculine, mais d'écouter les gens et d'entendre leurs expériences vécues et donner l'espace aux gens pour figurer comment ils peuvent arriver à comprendre les expériences des autres. Et donc, c'est à propos d'apprendre afin de pouvoir aider les gens à élargir leur façon de penser. Merci, Trevor. Oui, cette conversation de pouvoir et de privilège est une conversation difficile
Et donc, lorsque vous parlez de mettre les freins sur ce qui nous intéresse particulièrement et d'écouter les espaces où les gens ont différentes conversations. Et maintenant, passons à Jeff. Ben, je crois que c'est important de reconnaître le fait que votre avantage n'a pas toujours besoin de vous définir en tant que personne. C'est la façon dont vous vous présentez ou qui vous êtes à tous les jours. Euh, Même si vous ne faites pas partie d'une équipe de vente qui est toujours constamment en compétition, ben, on peut avoir une démarche collective plutôt qu'un avantage concurrentiel et de voir que tout le monde fait partie de la même équipe. C'est aussi important de reconnaître que les gens qui font partie de votre équipe, qui ont différentes expériences vécues, différentes identités, comment les choses ont un impact sur eux. Bon, les hommes de couleur, par exemple, nous parlons souvent d'avoir l'impression de ne pas être inclus ou que ce que nous voulons amener autour de la table n'est pas reconnu ni valorisé ou que ben, il faut dépasser la stigmatisation et aller au-delà du fait que on doit travailler 2 ou 3 fois plus fort. Quel impact ça a sur nous de regarder les bénéfices et les coûts d'être ce genre d'employeur ou ce genre d'employé ou d'être tel et tel genre de personne en milieu de travail, de prendre conscience de soi-même et comment nous agissons au travail. Alors, d'autres, le milieu, je me trouve, n'a pas besoin de me définir en tant que personne. Tous, tous ces termes ou ces paroles que nous utilisons sont souvent utilisés comme des armes. On entend quelque chose et là, tout à coup, on se dit, ah oui, toi, tu fais partie de ceux-là. Ben non, c'est fluide. Et donc, dans une conversation, vous pouvez être avantagé ou désavantagé en position de pouvoir ou non. Et donc, c'est important de reconnaître que c'est la bonne chose à faire pour nous. En tant qu'hommes, ça fait en sorte que nous soyons de meilleurs coéquipiers et ça nous amène à être conscients de ce que vivent tout le monde, pas juste les hommes ou les hommes de couleur ou autres. Travis, quelque chose à ajouter? Ben, peu importe, les gens sont les gens. Et quand nous sommes en milieu de travail, j'essaie de m'assurer que les gens réalisent que être victime d'un tort, ben, cause du tort à vous-même exactement. Même si ça ne vous frappe pas personnellement, ça cause des torts au sein de l'entreprise et la façon dont vous allez fonctionner à l'avenir. Avoir cette conversation pour aider les gens à réaliser que quand il y a des gens qui euh, sont heurtés, ben, que ça heurte tout le monde. Alors, avoir cette conversation et faire en sorte d'en être conscient soi-même ou même en tant que facilitateur en milieu de travail, c'est important de voir que lorsque nous normalisons certaines choses, ça a un impact sur tout le monde. Et donc, en faisant ça, ben, nous commençons à avoir des discussions au sujet de ce que nous normalisons. Évidemment, l'univers militaire est ainsi. Et maintenant qu'on réalise que ça cause des torts dans le passé, alors pourquoi est-ce que nous mettons ça sur le dos de la prochaine génération? Alors c'est important de briser les cycles du passé qui existent. Mais en milieu de travail, quand il est question de sexe, de personnes genrées, la conversation est difficile. Vous allez avoir la résistance dont Trevor parlait. Il va y avoir de la résistance à cause de la nature compétitive des gens. Mais résister à tout ça, c'est ce genre d'inconfort que nous avons mentionné. Et d'y aller légèrement, mais de façon constante. C'est ce que je trouve utile.
Merci, Trevor. Ça m'aide à penser à cette idée de enjeu intergénérationnel en milieu de travail. Au fur et à mesure que l'ancienneté, euh, bon, si je pense à des ateliers syndicaux, par exemple, généralement, au fur et à mesure que les gens gravissent les échelons, ben, ils ont tendance à plus se rappeler de ce que c'était d'être junior et tous ces torts systémiques qui existent dans toutes les couches d'ancienneté. Alors, merci d'avoir partagé ça, Travis. Et maintenant, je vais donner la parole à Jove pour la prochaine question. Alors, compte tenu des membres ici de la CCF-SIMT ou la plupart des participants aujourd'hui, ça va être une question très importante. Comment pouvons-nous garantir ou assurer, du moins, que la voix des femmes et des personnes de différentes identités de genre reste au centre de la conversation, même lorsque nous intégrons les hommes à la conversation? Quand on dit, ben oui, les hommes, on reconnaît que vous luttez aussi contre différentes choses. Alors, je me souviens plus de la séquence, mais je vais demander à Travis de répondre en premier. Ben, très importante question. Alors, comme vous pouvez voir dans cette conversation, il y a différents éléments. Nous avons tous une certaine responsabilité en ce qui entrait aux personnes de différentes identités de genre en milieu de travail et des femmes. Ben, nous essayons de bâtir des espaces pour les personnes autochtones en milieu de travail. Et l'idée ici, c'est de rester fidèle au sujet. Alors, comment assurer que la voix des femmes et des personnes de diverses identités de genre reste au centre de la conversation? C'est d'assurer que les bonnes personnes sont assises autour de la table. Nous avons parlé des politiques et de la culture d'entreprise. Ben, ce sont les personnes qui créent ça. Et donc, si les politiques que nous adoptons ne sont pas bien informées par les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, ben, ça va avoir un impact limité. Et donc, vous voulez vous assurer que ces personnes fassent partie des initiatives. Il faut avoir les bonnes personnes assises sur les bonnes chaises. Et c'est là où moi, j'ai de la difficulté dans mon domaine de travail et ma propre expérience. Nous avons travaillé très fort pour assurer que nous avons des fessiers dans les chaises qui peuvent contribuer des connaissances et une expérience afin de pouvoir disséminer l'information. Parce que si ce n'est pas établi dès le départ et que les personnes qui sont affectées ne sont pas incluses, ben, vous commencez du mauvais pied. Et donc, je pourrais en parler longtemps, mais je vais donner la parole à une autre personne. Oui, merci, Travis. Je suis d'accord. Les gens qui sont les plus affectés doivent faire partie des changements de politique. J'ai travaillé trop souvent dans des environnements où j'ai vu les politiques étant mises en œuvre. Et là, je me posais la question, est-ce qu'ils ont parlé à qui que ce soit à ce sujet, une personne qui a travaillé dans ce domaine ou qui est affectée par la transphobie ou l'homophobie? J'ai pas l'impression que c'est le cas parce que vous n'écoutez pas mes propres besoins. Et donc, je crois que ça en fait partie. Nous voulons garder les femmes et les personnes de diverses identités de genre au centre de la conversation. Nous en avons parlé encore et encore. Et donc, c'est aux personnes en pouvoir à écouter. Et je suis d'accord que les personnes de différentes expériences doivent faire partie de la conversation. Mais il faut s'assurer qu'il n'y ait pas juste une personne de chaque groupe qui est représentée, que plusieurs personnes soient accueillies et valorisées. Et ensuite, Jeff. Oui, une des choses dont je discute souvent, c'est l'humilité. Je crois que l'humilité est une partie très importante. Idéalement, vous voulez être une personne qui va être un modèle du changement.
Si vous êtes une personne qui rend les choses claires et qui le fait durement, ben, ça peut devenir difficile. Donc, vous devez vous assurer de ne pas vous mettre au centre des choses, mais c'est pas à propos de ben, qu'est-ce qui va arriver si je dis quelque chose, mais plutôt ce qui va pas arriver si je ne parle pas. Et donc, parfois, il y a aucune femme ou aucune personne de diverse identité des genres. Et donc, à ce moment-là, ben, peut-être vous voulez trouver une personne non binaire et les amener dans la salle pour partager ce qui se passe pour eux. Et souvent, c'est faire preuve d'humilité. Vous pouvez dire, ben moi, je ne suis pas ici pour vous parler au nom de telle et telle personne, mais plutôt ce que j'ai entendu, de prendre certains moments pour être le champion ou euh, d'un enjeu. C'est très important. Encore une fois, pas en se positionnant comme en sachant plus que vous ou en sachant plus que les autres, mais en disant, ben, même si ces voix ne sont pas physiquement présentes dans cet espace, je peux quand même entendre ce qu'elles disent, les voix qu'on entend dans sa vie personnelle et l'importance de trouver un bon mélange d'humilité et de courage pour parler de ces choses. Merci beaucoup. Alors moi, je suis un peu idéaliste. Je crois que les femmes et les personnes de diverses identités de genre devraient œuvrer dans tous les espaces. Mais bon, ça c'est moi. C'est moi qui regarde un monde idéal. Je reconnais que c'est peut-être pas réaliste en ce moment dans la société où nous vivons. Mais j'espère que la plupart d'entre nous connaissons des femmes et des personnes de diverses identités à l'extérieur du milieu de travail et qui ressentent certaines choses. Ce sont des personnes que nous apprécions, que nous aimons et nous les écoutons. Donc, nous pouvons amener ça en milieu de travail pour résister contre certaines des choses qui se passent ou qui sont vécues en milieu de travail. Trevor, c'est drôle parce que moi, j'ai grandi et on m'appelait souvent Travis. Ouais, moi, on m'a appelé Trevor toute ma vie. Alors, ça fonctionne. Alors, j'ai différentes pensées ici. Alors, je comprends que le danger, la frustration, maintenant, nous changeons la conversation en étant, ben, les hommes sont des égaux. Ben, souvent, la conversation devient, ben ouais, mais qu'est-ce que je vais en retirer, moi? Comment vais-je en bénéficier? Mais je reconnais aussi que ça complique l'espace en ce qui a trait à toutes les voix qui sont en mesure de parler. Et souvent, ben, ces choses ne sont prises seulement au sérieux lorsque les hommes commencent à participer, plutôt que de voir les hommes comme étant des alliés. Alors, j'apprécie tous ces défis qui existent. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a différentes voix. Euh, il peut avoir renforcé certains signaux ou renoncer à sa place pour encourager quelqu'un d'autre à l'entreprendre. Je crois qu'un des défis pour beaucoup d'hommes qui travaillent dans des domaines dominés par les hommes, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et ils ne savent pas ce qu'ils ne voient pas. C'est pas parce qu'ils sont malveillants ou parce qu'ils sont issus de privilèges, c'est juste qu'ils ne peuvent pas reconnaître ce qu'ils ne voient pas. Et donc, si les gens sont disposés à entendre les histoires un peu plus, ben, ils peuvent créer des espaces, ils peuvent vouloir être curieux au sujet des expériences d'autres. Ben, disons que c'est la Journée internationale des femmes. On peut soulever le sujet. Ben, qu'en pensez-vous? Est-ce que tu as contacté telle et telle personne? Ben, peut-être que tu n'es pas la personne nécessaire dans cet espace, mais tu peux en parler. Alors, plus on entend parler des expériences humaines des gens,
Ben, plus courageux vous pouvez vous sentir. Je reconnais la complexité et la friction qui peut exister parfois dans ces espaces, mais je crois que c'est important d'avoir une porte d'entrée pour entamer une conversation. euh, Et je crois que la porte d'entrée, c'est de se poser la question, comment profiter des gens qui vivent certaines de ces expériences et les amener à partager dans ces espaces, partager leur expérience à nous pour qu'on puisse à notre tour les partager dans différents espaces. Merci beaucoup, Trevor. Alors maintenant, pour la dernière question, je vais donner la parole à Bonnie. Ben, je regarde l'heure et nous allons terminer la discussion de la table ronde formellement, mais il y a deux questions dans la section de questions-réponses et donc on va pouvoir la regarder après. J'espère bien que vous allez être en mesure de l'explorer un peu plus formellement. Et donc, la dernière question que nous avions en tête, je veux m'assurer que... Alors ça, c'est la question éclair. Pour la réponse éclair, en fait, en 5 phrases ou moins, pouvez-vous répondre à cette question pour nous? C'est un excellent défi. Vous allez pouvoir étirer votre muscle. Et donc, la question est la suivante. Je vais commencer avec Jeff. Alors, en 5 phrases ou moins, comment les femmes, les entreprises et les communautés peuvent-elles soutenir les hommes dans l'accomplissement de ce travail de manière efficace et responsable? Ben, elle utilise déjà une de mes phrases. Ben, la perception est la suivante. Vous voulez être, vous voulez vous préoccuper de tous les autres groupes sauf moi. Non, c'est important de reconnaître que c'est à propos de nous et c'est pour votre bienfait collectif ainsi que pour tous les autres. C'est pas à vos dépens. C'est comme ça que je vais répondre. Eh, bon travail. Alors, Travis, alors avoir une démarche fondée sur l'éducation, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouf! Wow! C'est bref, j'adore. Alors, reconnaître la genèse de la résistance, la peur d'insécurité et l'insécurité et la douleur, et reconnaître que ce sont vraiment des sentiments réels et donner la permission d'être imparfait et de leur accorder une certaine grâce pour qu'ils puissent arriver à changer leur, leur façon de penser. C'est difficile pour moi de voir quelle réponse avait des points-virgules, mais j'ai pas compté vos phrases. Alors, 3 phrases. Alors, Travis l'a fait avec des phrases très succinctes. Alors, bon travail. Merci à vous trois d'avoir fait partie de cette discussion très importante et très riche. Alors, nous allons maintenant ouvrir la période de questions-réponses. Alors maintenant, je vais formellement conclure la rencontre et nous allons rester un peu plus longtemps pour explorer certains des sujets. Alors, je vais maintenant donner la parole à Jove pour terminer. Alors, merci Trevor, Travis, et Jeff d'avoir partagé vos pensées avec nous, d'avoir inspiré les prochaines générations. C'est une contribution continue pour les gens dans le domaine de STEAM et merci de faire ce travail. Ça prend nous tous pour faire en sorte que cette communauté soit un endroit où les femmes et les communautés diverses peuvent être vues, encouragées et peuvent se développer. Veuillez communiquer dans votre réseau
avec vos collègues ce que ça signifie de faire partie d'une coalition qui est axée sur les femmes et les personnes de genre diversifiés. Alors, veuillez nous suivre sur les médias sociaux pour ne pas manquer nos prochains événements. Au mois de janvier, nous allons avoir un événement pour examiner le bulletin en matière de diversité des genres en milieu de travail et nous allons poursuivre cette conversation très importante. Ne manquez pas notre conférence biannuelle au mois de mai à Calgary. Nous aimerions entendre parler de vos propres pratiques exemplaires et nous vous encourageons à nous aider à amener du changement systémique. Il y a toutes sortes d'occasions sur notre site internet à ccfsimt.org. Merci beaucoup